région, parce que cette alternative écologique et sociale, elle doit vraiment prendre forme sur le terrain, par les gens, et face à ces deux faces de la même pièce qu'on nous propose. Moi j'appelle souvent ça soit l'extrême marché, soit l'extrême droite, et c'est important de pouvoir montrer qu'il y a une alternative qui se décide, et que cette alternative, elle se fait de l'échelon local jusqu'à l'échelon européen, en passant par l'échelon national et l'échelon européen. Et je pense que c'est important pour les élus que nous sommes de raconter et aussi montrer le parcours d'un élu. Moi, dans mon cas en plus spécifique, j'ai la chance, je pense, d'avoir découvert le monde politique aussi récemment, et le message que j'essaie de faire passer, c'est pour beaucoup de gens, ça ne semble pas une évidence initialement de s'engager en politique, ça ne l'était absolument pas pour moi, mais que maintenant que je suis élue, je veux leur dire que je pense qu'on est utile là où on est, et que notre place est là, et qu'on doit pouvoir se réapproprier les clés du pouvoir. Et que soit on abdique, et dans ce cas-là on les laisse gagner parce qu'on se dit ce sont toujours les mêmes qui l'auront, soit on se donne les moyens de reprendre le pouvoir. Et c'est ce qu'avait proposé la France Insoumise au moment des élections européennes, c'est ce qu'elle fait aussi à l'Assemblée nationale avec une équipe, on pense qu'en veut des députés de la France Insoumise, on peut au moins leur reconnaître de l'opiniâtreté et de la détermination, et c'est cette même détermination d'une équipe renouvelée qu'on veut aussi à l'échelon municipal. Voilà, tout ça fait que c'est pour ça que je suis venue aussi dans une ville comme Avignon. Avignon, c'est par hasard, c'est aussi par rapport à la place extrême droite, ça veut dire que vous n'allez pas partout et non. Vous ciblez. Alors les hologrammes sont assez utiles, mais ne permettent pas encore de me dédoubler trop. Et pour être honnête, je vais particulièrement dans les villes où l'extrême droite est forte. C'est mon tropisme. Ouais, je vais aller chez moi, à Fréjus, je vais à Béziers. Je devrais aller à Sète aussi. À Sète, en plus, c'est une ville très particulière avec une alliance de la droite et de l'extrême droite. Et dans la région, je trouve qu'on est un laboratoire de ces digues qui tombent entre la droite et l'extrême droite. Ce serait une longue réflexion, mais je réfléchis, j'analyse beaucoup l'extrême droite. Et je trouve que l'extrême droite dans le nord de la France notamment, c'est assez différent. La sociologie du vote est différente, et les dynamiques politiques sont différentes. Et donc l'extrême droite dans notre région est très forte, il faut le reconnaître, et je pense que ça pousse d'autant plus à avoir un bloc fort qui est intransigeant avec la République en marche, mais qui est en même temps capable de rassembler sur des valeurs sociales et écologiques. Et c'est pour ça que des listes ne doivent pas être que des listes France Insoumise, ce sont des listes avec tous ceux qui se rejoignent sur des valeurs, et vous n'étiez pas la France Insoumise, c'est pas grave. Je n'y étais pas il y a 1 an et demi. Enfin, je veux dire, j'avais jamais milité, j'avais même pas assisté à un meeting de ma vie pour vous dire. Donc, et c'est aussi, moi j'ai la chance d'avoir ce profil-là qui va pas durer, et d'ailleurs je prévois pas faire de la politique toute ma vie. Et donc, du coup, je peux être un vecteur à un moment donné pour ça. Ça, c'est pour susciter d'autres vocations, pour que les gens s'engagent dans des listes. Et moi, c'est ce que je racontais l'histoire tout à l'heure. Moi, quand on est venu me voir et qu'on m'a proposé d'être tête de liste, j'ai dit non d'abord. J'ai dit non. Il m'a fallu 3 mois à ce qu'on convainc. Et l'argument principal qui m'a convaincu, quand on me disait mais pourquoi tu dis non, je disais la politique c'est pas fait pour moi, je la regarde à la télé, ça me fait pas envie, le personnel politique me fait pas envie, les joutes oratoires me font pas envie. Moi je travaillais dans un secteur associatif qui était très politisé, donc je défendais des convictions politiques mais sans avoir entre guillemets les travers de la politique. Et en même temps j'étais ultra frustrée parce qu'un nombre de fois on perd des combats parce qu'à la fin c'est pas nous qui appuyons sur le bouton. Le meilleur moyen c'est qu'à la fin ce soit nous qui appuyons sur le bouton. Et donc là quand je suis au Parlement européen, je suis sûre qu'un accord de libre-échange ou des pesticides, je vais voter non. À l'inverse que je vais voter des investissements pour la transition écologique, que je vais me battre pour un salaire minimum au niveau européen, ce genre de choses. Et donc j'en suis assez convaincue, mais je sais que ça se fait pas
tout seul non plus. Et que pour ça, il faut envoyer des signaux et que c'est une longue bataille de terrain et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit menée sur le terrain et c'est ce que fait l'équipe ici pour essayer, j'espère, de faire naître le plus de vocations possible. L'idée féministe, pas seulement France Insoumise, parce que c'est aussi une façon d'attirer plus de monde, parce que moi c'est pas ça, restreindre les élections par rapport à les autres sujets. Oui, mais c'est pas une stratégie, pour être clair, c'est pas une stratégie électoraliste. L'enjeu c'est quand, si on prend la dernière élection référence, les élections européennes, vous avez une personne sur deux qui ne va pas voter. C'est-à-dire que l'offre électorale ne leur donne pas envie d'aller voter, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils ne croient plus au cadre démocratique. Et j'ai envie de dire, le cadre démocratique, là, est en train de leur offrir le pire des spectacles. On a une majorité de la population qui est contre une réforme, le gouvernement passe en force. Ne daignez même pas faire un référendum. Au pire, faites un référendum si vous avez un doute. Pour trancher de manière pacifique une question politique majeure sur l'avenir du système de protection sociale. Donc nous, notre enjeu, c'est comment on réimplique les gens dans la politique. Je ne dis pas qu'on a trouvé la recette magique. On n'a pas cette prétention. En tout cas, on a au moins l'ambition d'avoir ça comme un des objectifs prioritaires. Et ça suppose aussi des nouvelles méthodes pour faire de la politique. Et là, je fais un peu le tour des villes que j'ai vues. C'est vrai que c'est assez frappant de voir à quel point d'une ville à l'autre, on a des situations qui sont illisibles. On a du mal à voir d'une ville à l'autre. Une fois, le PC est avec le PS, une fois le PC est avec l'ELV, c'est pas clair. La République En Marche, ils ont souvent une liste officielle, une liste dissidente. Les Républicains, parfois, ils sont en alliance officielle ou pas officielle avec le Rassemblement National. En termes de lisibilité politique, c'est quand même assez difficile. Et donc là, ça c'est pas lié au scrutin local. Bien sûr. Il y a la dynamique nationale de parti entre les enjeux. Ça c'est sûr. C'est évident que, et c'est tant mieux parce qu'il y a des endroits où il y a des listes qui ont un nom avec aucun parti et qui vont l'emporter. La question c'est qu'est-ce qui se cache derrière et quel est le message politique que cette liste porte, et c'est ça qui est le plus important. Et quand il y a des gens qui s'engagent de l'extrême droite avec les Républicains, je me dis qu'ils se retrouvent sur des valeurs et des idées. Et connaissant les valeurs de l'extrême droite, je me dis qu'il y a des dits qui ont été franchis là. Du coup, je suis passée juste devant la permanence de l'extrême droite. 50 nuances de la République En Marche, qui est présente d'une manière ou d'une autre sur différentes listes, soit l'extrême droite, et face à ces deux blocs, je pense qu'il y a un bloc qui doit émerger, qui est une alternative écologique et sociale et qui est proposée par la liste portée conjointement par la France Insoumise et l'UNPA, qui est une liste qui va bien au-delà et qui envisage de transformer politiquement cette alternative écologique et sociale. Et donc, pour toutes les fois où vous vous demanderiez à quoi servent des élus, je peux vous dire que si on n'avait pas repéré le truc, ce serait passé comme une lettre à la poste, parce que on vote en cadence avec un vote toutes les 2 minutes. Si vous n'avez pas repéré le vote important sur lequel il faut se battre et sur lequel il faut ce qu'on dit en anglais, c'est name and shame. C'est genre on prend leur nom et on leur fait honte. Parce que oui, ils doivent avoir honte de laisser une telle porte ouverte au lobby. Des exemples comme celui-là, j'en ai d'autres. Je peux juste vous en donner un dernier pour vous dire un peu notre travail au niveau européen sur le sujet. Vous avez peut-être vu, un des grands combats, c'est en effet les lobbies. Et dans les trucs qu'on a fait, c'est on s'est battu contre la nomination des commissaires qui avaient des conflits d'intérêts. C'est grâce à ça qu'on a réussi à refuser Goulard, qui était présenté par Emmanuel Macron, qui avait entre autres à son actif le fait d'avoir été payé plus de 10 000 € par mois quand elle était eurodéputée par un think tank américain, un groupe de réflexion américain. Bon, pas très éthique tout ça. On a réussi à la faire rejeter, première victoire. Deuxième victoire, les commissaires européens, donc l'équivalent du gouvernement européen, on les connaît pas et pourtant c'est l'équivalent, la présidente de la Commission européenne, c'est l'équivalent d'Édouard Philippe en France. C'est aussi important, voire même plus important. Et donc tous ces gens-là, ils doivent remplir ce qu'on appelle les déclarations d'intérêt. Ils doivent donner des informations dans leurs déclarations sur ce qu'ils possèdent. Par exemple, grâce à ça, on a pu savoir que le commissaire en charge de l'économie, c'est un Italien. C'est un Italien. Et il a, je pense que c'est l'action des lobbies, il a des actions, il a plus de 100 000 € d'actions dans Amazon. Donc le mec, qui est censé réguler l'économie,
qui est censé lutter contre l'évasion fiscale, il a plus de 100 000 euros dans Amazon. Je peux vous dire que ça, c'est une bonne motivation pour aller réguler Amazon. Hein. Ouh, c'est sûr, il va mettre un terme à l'évasion fiscale d'Amazon. Bon, pas très crédible le truc. Hein. Donc nous, on s'est battu pour qu'il vende ses actions. Donc nous, on voulait le dégager. On n'a pas réussi. Et ok, à minima, vous vendez vos actions. Sinon, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Et donc là, ils doivent mettre leur déclaration d'intérêt à jour, normalement tous les 1er janvier. Personne ne l'a fait. Mais comme nous, on aime bien regarder les règles, bah, on a regardé les règles, on a découvert que c'était le 1er janvier, on les apprend les règles, on ne les connaissait pas, hein, rassurez-vous. Donc j'ai une super équipe et puis on fouille dans les règles. Puis parfois on trouve des bonnes choses. Donc ça, cette histoire les déclarations d'intérêt qui doivent être mises à jour le 1er janvier. Aucun ne l'a fait, aucun. Pas un seul commissaire ne l'a fait. Du coup, on a écrit à la présidente de la Commission européenne en disant bah, y a une règle, elle n'est pas respectée, vous êtes dans l'illégalité. Rien. Ensuite, j'ai pris la parole en ouverture de session plénière il y a quelques semaines pour dire bah, vous êtes dans l'illégalité. Donc, je demande à ce que notre Parlement européen demande à la Commission européenne de nous présenter ces déclarations d'intérêt. Rien. Bah, du coup, je me suis dit, je suis l'élu. J'ai utilisé mon pouvoir d'élu, j'ai envoyé un courrier, j'ai parlé dans l'hémicycle, puis c'est dans un réunion, c'est la même chose parfois. Bah, du coup, je vais reprendre ma casquette d'activiste. Et donc, avec ma casquette d'activiste, et avec mon collègue Mathieu qui travaille à la com, bah, on se les jouait à la Élise Lucet. Vous voyez, cache investigation là, quand Élise Lucet court après les gens. Du coup, on allait voir les commissaires européens un à un. Un à un, on allait voir en les filmant en disant mais vous savez, il y a cette règle, vous êtes dans l'illégalité, vous êtes censé publier votre déclaration d'intérêt tous les 1er janvier, vous l'avez pas fait, et on a filmé. Et du coup, quand on a fait 1, puis 2, puis 3, au bout d'un moment, ils ont fini par se passer le mot entre les commissaires européens en disant bon, il y a cette députée, on sait pas trop qui c'est, mais bon, elle est avec quelqu'un. En plus, ils pensaient que mon collègue c'était un journaliste. Il présente bien. Et donc, elle nous court après, elle nous demande ça, faut faire quoi et tout. 2 jours plus tard, réponse de la Commission européenne. Eh bien, sachez qu'ils vont mettre à jour leur déclaration d'intérêt d'ici la fin du mois. Donc voilà. Alors, c'est des déclarations d'intérêt. Il faut vérifier. Voilà, il faudra vérifier. Je fais ça. Il faudra vérifier. Évidemment, le boulot n'est pas terminé. Évidemment, leurs déclarations d'intérêt sont vides. Nous, on continuera à fouiller. Comptez sur nous.